porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show qui déconstruit et savate la pop culture. 8e épisode du podcast qui parle cinéma, comics, jeux vidéo ou des réalisateurs qui nous horripilent. Pas vrai, Quix? Ça arrive, hein. C'est arrivé dans le passé, je crois. Oui, tu as reçu quelques tweets incendiaires. Même pas. Les gens ont été super gentils. Ouais, en fait, les gens étaient très sympas. Cette semaine, on va être plus consensuel. Le sujet principal concerne Captain America Civil War. On va évidemment y aller full spoiler, donc c'est pas la peine de pleurer. Si vous l'avez pas encore vu, je pense que vous pouvez garder ce podcast de côté pour quand vous l'aurez vu et le réécouter ensuite. Et puis full spoiler aussi, mon petit doigt me dit qu'on va parler aussi de Marseille, la série de Netflix. Et je crois que ce coup-ci là, il y aura pas mal de hate, mais c'est normal, c'est un peu After Eight. Est-ce qu'on la fera avec un accent marseillais? J'ai pas encore décidé, on va voir. Je ne sais, je sais pas faire l'accent marseillais, mais je demanderai à Magimel. Benoît Magimel non plus, ça tombe bien. Je suis Daniel Andreev, alias Camille Robotics sur Twitter. Avec moi, à l'autre bout du globe, depuis sa caserne de combat, qui se trouve à LA, je précise, Benjamin François, alias Quix. Et oui, et salut Daniel, salut les auditeurs. La chaumière, c'était un peu trop avril 2016, la mode maintenant, c'est les casernes. Voilà, tu remarques que je change à tous les trucs. Eh bah oui, non mais je déménage à chaque fois, hein, à cause de toi. Alors After Eight commence toujours par une courte séquence où l'on raconte un peu ce que l'on veut, sur ce qui nous est arrivé, ou les trucs qui nous tiennent à cœur. Et toi, Quix, j'ai l'impression que t'es bien vénère. Est-ce que je me trompe? Ouais, vénère, je sais pas, mais en tout cas, y a un mec qui est chaud comme la braise ces derniers jours là, bah c'est Donald Trump, parce qu'il faut bien en parler. Ouais, super. Il est maintenant le seul candidat en lice pour l'investiture républicaine depuis que Ted Cruz et John Kasich ont jeté l'éponge. Alors bon, en même temps, Cruz et Kasich c'était un peu pareil. Enfin, c'est le SIDA qui gagne par rapport au cancer et à la poliomyélite, quoi, si tu veux. C'est les trois étaient catastrophiques. Trump plus que les autres, je sais pas. Trump est plus catastrophique pour le parti républicain. Et Trump a plus d'argent qu'eux, je pense aussi. Ouais, et puis surtout Trump, voilà, il est indépendant parce qu'il se finance lui-même et donc il est incontrôlable. Et ça, c'est un gros problème pour le parti républicain. Donc il peut tout se permettre. Et d'ailleurs, tu connais la blague "je suis pas raciste, j'adore le couscous"? Je connais. On dit que je suis raciste, mon chien est noir. Voilà, c'est tout ce que je connaissais. Voilà, bah il y a une version qui est "je suis pas raciste, la preuve, j'adore le couscous". Eh ben, Donald Trump, il a fait ça exactement ça au premier degré, pour Cinco de Mayo, donc le 5 mai, qui est une fête qui célèbre la culture mexicano-américaine, qui à la base d'ailleurs célèbre une victoire de l'armée mexicaine sur l'armée française. Donc voilà, cocorico, super, une défaite française en 1862. Mais bref, Trump, il pose avec un taco en salade et il écrit "j'adore les hispaniques, pépouze". Non, sans ajouter que les meilleurs tacos, c'est au grill de la Trump Tower que tu les trouves. Donc voilà, il est en roue libre totale. Lui, il fait ça à méga premier degré, bien sûr. Donc du coup, t'as plein de gens qui ont réagi pour se foutre de sa gueule. J'adore les Italiens en posant avec une pizza, ou j'adore les Japonais en posant avec un yakitori. Enfin bref, c'est complètement ma boule. Mais voilà, non, mais et le pire, c'est que si jamais, imaginons Sanders se présente en indépendant après n'avoir pas eu l'investiture démocrate, et ben Trump a ses chances, parce que du coup il y aurait séparation des voix de gauche entre Sanders et Clinton, et il y a aussi un paquet de gens qui détestent Clinton et qui vont voter Trump juste parce qu'ils veulent pas avoir Clinton passer. Tu crois ça, c'est quelque chose. C'est un vrai risque. C'est un risque énorme. Je pense qu'il y a aussi pas mal de républicains qui se disent Trump c'est pas possible. Il y a aussi énormément de républicains qui disent Trump c'est pas possible. On a entendu Paul Ryan, Lindsey Graham, John Boehner dire qu'ils voteraient jamais Trump. Ça veut pas dire pour autant qu'ils vont voter Clinton, mais peut-être. On a vu dernièrement sur Twitter un éditorialiste d'un blog conservateur dire qu'il allait voter pour Hillary parce que tout sauf Trump. Mais bon, moi je m'attends quand même à voir des mecs retourner leur veste et soutenir Trump dans les mois qui viennent. Et je pense qu'il y a un vrai risque. Et surtout si Sanders se présente en indépendant. Donc j'espère que Sanders aura l'intelligence, si il n'obtient pas la vestiture, de ne pas se présenter. Parce que autant j'aimerais voir Sanders président. Et bah voilà, je pense qu'il y a un moment où il faut pas prendre de risques, quoi. Tu sais pour qui j'ai de la peine en ce moment là? J'ai de la peine pour Abraham Lincoln, qui, on l'oublie, était républicain quand même. Oui, mais il faut pas oublier aussi que à l'époque, il faut pas oublier qu'à l'époque, c'était les républicains qui étaient progressistes et les démocrates qui étaient du côté des esclavagistes. Mais oui, et qu'il y a eu un, et il y a eu un switch. Retournement. Mais c'est exactement ça. Il y a eu un switch environ
je devrais pas entre 50 et 100 ans plus tard, mais il y a eu un switch complet où les démocrates sont devenus les progressistes et les républicains sont devenus les conservateurs hyper religieux. Mais et ça c'est les républicains ont beau jeu de parler de Lincoln à chaque fois, mais il faut pas oublier qu'à l'époque c'était eux les progressistes. Donc il y a vraiment eu un switch qui s'est produit mais plusieurs années après Lincoln évidemment. Donc voilà, quand tu vois l'état du monde à l'heure actuelle et que tu sais que c'est les conséquences directes des années Bush, et ben une présidence Trump, t'imagines ce que ça peut donner, ça fait un peu froid dans le dos. Donc j'espère que toi tu as des news un peu plus sympas. Bah, écoute, c'est un peu plus sympa et même un peu plus sympa que la semaine dernière. Moi, j'ai passé beaucoup de mes journées là entre garage et cave puisque en fait, il faut vider les débarras des parents, tout ce qui reste. C'est un truc, c'est une étape de la vie. Hein. C'est vraiment ce jour où tu fais le tri dans les caves. Et j'ai retrouvé beaucoup du matos de mes parents. J'ai retrouvé des photos, des journaux, beaucoup de bouquins qu'avait écrit soit mon arrière-grand-père, on en a un stock hallucinant, des bouquins de ma mère qui étaient des livres de cuisine. Elle écrivait des livres de cuisine. Il y a vraiment, c'est vraiment un briquet de broc. Et quand t'es allergique à plus à la poussière, je te raconte pas la joie. Ça doit pas être simple. Mais il y a ces petites joies aussi. Tu retrouves des trucs, tu retrouves tes trucs à toi. Les trucs que t'as acheté, j'ai acheté des conneries, j'ai acheté des PLV gigantesques de Capcom qui traînent aujourd'hui, je sais pas quoi en foutre. J'ai retrouvé un Final Fantasy 2 en boîte. Il y a peut-être des auditeurs qui voudront t'aider à t'en débarrasser, tu sais. Je pense que je vais y penser très sérieusement. En tout cas, ça m'a permis de faire du rangement et du coup, en fait, c'était assez plaisant. C'est assez plaisant d'avoir un truc, une activité très physique parce que c'était vraiment très. J'ai sorti ma borne d'arcade de chez moi et c'est 110 kilos à bout de bras. On était à 4 et c'était vraiment très très compliqué à porter. Mais donc du coup c'est assez agréable de faire des choses physiques quand t'as des trucs dans la tête. Et du coup pour me vider la tête j'avais Uncharted 4. Tu sais. Oh là là, l'American accent. Exactement. Mais tu sais qu'en France on dit Uncharted. Donc Uncharted 4 pour les Français. Oui, non mais Uncharted. en France on dit la PC Engine, en France on dit Metal Gear. Si tu veux, je le dis avec un accent pour faire un peu plus au Marseille. On dit la Game Gear en France, je te rappelle. Ah non, mais je peux pas supporter. La Game Gear, Chrono Trigger, pourquoi pas. Oui, Chrono Trigger, mais j'ai entendu Chrono Trigger plus d'une fois. Bien sûr, il y a plein de gens qui le disent. Mais il n'empêche que c'est faux. Bon, donc Uncharted. Oui, Uncharted. Ah, j'entends un avion chez toi. Il y a un avion qui passe. Ah là, mais putain, c'est Trump déjà. Et donc il y avait heureusement il y a un jeu pour me défouler. J'ai fini attendre mon article qui était publié dans Le Monde Pixel. Et c'est pas le meilleur, c'est pas mon préféré de la série, mais je pense que je vais pas en parler trop ici. Je vais juste dire que il y a 2-3 très très grands niveaux qui se déroulent à Madagascar. Et c'est une espèce de FF15 mais meets Nate Drake. C'est vraiment un moment assez génial. Et après le problème c'est que le jeu d'action devient un peu routinier et tout ça, donc ça retombe quoi. Ça retombe et c'est moins bien que le 2 évidemment. Et tu sens que ces mecs-là, ils ont envie de faire la même chose que l'épisode 2. Ils y arrivent pas. Le 3 était vraiment pas bon. Ils sont un peu. Il était temps de s'arrêter et ils s'arrêtent d'une manière assez naze, pas très drôle et qui ressemble pas vraiment à la série. C'est ça qui m'ennuie un peu pour eux. Alors je pense que toutes les notes dithyrambiques ils vont se calmer très très vite d'ici 1 mois, 2 mois, ça va se calmer. Et j'en profite aussi pour dire un truc parce qu'on l'avait teasé dans l'épisode dernier. J'ai un podcast. Bon oui. J'ai un podcast en préparation avec le senior papa, notre invité de l'épisode 4 si je ne m'abuse. Et c'est un podcast ciné. Et alors j'ai des frissons dans le ventre comme au début d'After Eight parce que maintenant on en est au épisode 8. J'ai des frissons comme au début d'After Eight. En le préparant, il y a vraiment, je m'éclate à le faire. Vraiment, il y a vraiment, c'est un truc. On a un concept et je pense que si vous aimez le Cinoche, vous allez vous éclater. Je pense que parce que bon, moi, j'ai mes punchlines, quoi. Mais papa, putain, qu'est-ce qu'il est drôle, ce type. Il connaît vraiment bien son sujet, vraiment. Quand ça sera, l'épisode 0 est tourné, il faut que j'apprenne à monter, juste monter un podcast maintenant. Mais dès que ça sera monté, je vous engage, je vous enverrai le lien, on va en parler ici. Ah, vous allez diffuser l'épisode 0? Ah oui, l'épisode 0 est complètement diffusable.
Et surtout, on aurait trop la flemme de le refaire parce qu'on s'est vraiment donné à fond. Et et vraiment, papa était si rigolo. On s'est vraiment, on s'est fendu la poire, tu sais. Et en plus, lui et moi, on a une espèce de rire communicatif assez bizarre. On s'enchaîne assez bien. Alors que nous sommes sérieux, tu vois. Jamais une digression, jamais de hors sujet, jamais. Jamais, c'est pas le genre de la maison. Non. Et bref, voilà, c'est bientôt on air. Et est-ce que tu veux teaser un peu le concept ou tu gardes ça secret encore? Non, je vais encore garder parce que si on fait encore un épisode la semaine prochaine, il faut que j'en garde un peu sous le pied pour teaser. Et sinon, un jour, vous allez voir, bam, un jour, soit sur notre compte Twitter de After Eight, soit sur le mien, soit sur le tien. Ouais, bon, on en parlera. On en parlera. Et je pense que vous allez vraiment kiffer ça, surtout si vous aimez les vieux films, les films des années 80, les films des années 90, enfin, les films qui comptent pour nous, quoi. Bah, je suis un peu impatient d'entendre ça parce que, bah, voilà, moi, j'ai préféré attendre que tout soit monté pour pouvoir l'écouter, donc j'attends comme tout le monde. Il faut que t'attendes que j'apprenne à monter, c'est cauchemardesque. C'est pour ça que je t'aide, pour que ça aille plus vite. Oui, merci mon loulou. Et ben, je pense qu'on a fait le tour des questions, on va passer maintenant. On va passer à notre sujet principal qui est Captain America Civil War. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes par exemple. Captain America Civil War, on peut le dire, c'est un peu Avengers 2 dont on a été privé, dans le sens où celui-là, il est quand même de manière incontestable, il est vraiment moins chiant. Alors moi je l'ai vu il y a quelques semaines déjà, mais pour toi Quix, c'est jour de sortie aux USA, tu reviens juste du cinéma et on enregistre exceptionnellement un vendredi. Et donc tu vas nous livrer à chaud tes impressions avant que moi je passe en mode After Eight, puisque moi j'ai eu le temps de réfléchir à comment mûrir la question. Vas-y alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Donc moi, comme tu l'as dit, c'est à chaud parce que je suis sorti du ciné il y a un peu moins de 2 heures. C'est bien mieux que Batman v Superman, mais bon, ça c'était pas très très dur. Ah, mais c'est important de le dire. Hein. C'est important de le dire. Tu l'as dit, c'est mieux qu'Avengers 2. Parce que déjà il y a plus de personnages, ce qui est quand même génial pour un film qui est censé être un film sur un perso solo. Donc dans les trucs que j'ai trouvé vraiment très cool à chaud, Black Panther est vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a une démarche très féline qui colle parfaitement au personnage. Il y a un passage où il se bastonne dans un immeuble et il descend le long de la façade de l'immeuble en s'accrochant avec ses griffes. J'ai trouvé ça vraiment super bien foutu. Il y a un vrai rapport physique avec la plupart de ces persos. Il casse des voitures. Tu sais, il y a un moment où il y a du contact, quoi. C'est ça qui est vraiment America, chouette. Il shoot dans une bagnole à un moment et tu vois, il y a un rapport assez physique qui manque un peu dans tous les films de super-héros où ils partent un peu en vrille. Et là, moi j'aime ça quand il y a de la des CGI. portières. Il y a de la CGI, mais c'est intégré à des vrais trucs qui pètent et c'est bien fait. Honnêtement, c'est vraiment bien foutu. J'ai beaucoup aimé Spider-Man, que j'ai trouvé vraiment chouette, qui fait des vannes à la con, parce que c'est Spider-Man, mais ça reste un jeune, alors il est tout fou, il y a un Captain America. Bon, il y a le méchant qui est un peu naze, mais on évite le manichéisme teubé, genre Ultron, qui est genre, ah, je suis très très méchant, alors je vais détruire une ville. Mais c'est là, Ultron. c'est, ouais, voilà, c'est le problème de Ultron, de toute façon. Là, c'est un type qui, voilà, il a une envie de vengeance, et il est jusqu'au boutiste. Après, il a un plan qui est un peu tarabiscoté, un peu trop tarabiscoté, mais bon, au final, on a ce pourquoi on est venu, quoi. On a vraiment cet affrontement entre Tony et Captain America, qui est vraiment le truc que tout le monde attendait. Paul Rudd est toujours super. Globalement, les personnages sont vraiment sympas. Et je me permets d'ajouter quelques trucs que j'ai trouvé qui fonctionnaient pas mal. Je trouve qu'il y a une très très bonne dynamique entre persos. Je crois qu'ils ont repris pas mal d'idées d'Avengers, c'est-à-dire qu'il faut que tous les persos se parlent pour qu'il y ait vraiment de dynamique. C'est ce qui est vraiment faisait pour moi le sel d'Avengers. En fait, si tu regardes, tous les personnages ont au moins une scène, chacun les uns les autres. Et là, par exemple, il y a des scènes vraiment drôles. Presque, pas tous quand même, parce que ce serait dur. Mais oui, là, ce serait dur, mais parce qu'il y a 2 camps aussi. Mais entre tous les camps, ils se parlent entre eux. Et par exemple, il y a une vraie dynamique entre Falcon et Bucky. Ils se parlent avant de se foutre sur la gueule, mais que quelqu'un donne l'idée à Zack Snyder, sans déconner. Et Bucky et Falcon, il y a une dynamique assez naturelle puisqu'ils sont tous les deux les sidekicks de Captain America. C'est ça. Et du coup, il y a vraiment un truc qui se passe. Ils ont réfléchi
tu sens que les Russo, ils ont un peu réfléchi à comment faire vivre ça. Il y a un vrai couple qui se crée entre Vision et Scarlet Witch. Ouais. Vraiment, il y a une tension sexuelle. Et ce qui est encore plus bizarre parce Scarlet Witch est supposément mineure dans le MCU, c'est très bizarre. Et il la drague méchamment alors que c'est un synthézoïde. Ouais, mais ça passe pas mal, j'ai trouvé. Et je trouve que Vision est génial parce que ils ont trouvé le ton juste pour Vision, un Vision dans un monde réaliste, c'est-à-dire. Et puis cet accent british vraiment magnifique. C'est que c'est un putain de dandy. Ouais, il est génial. Il est classe et tu sais, il y a des gens ils sont choqués parce qu'il porte un pull et tout ça, une chemise, mais au contraire, ça rentre très bien dans le personnage parce qu'il essaye de moins choquer ses partenaires. Il essaie de s'intégrer, ouais. Il essaie de s'intégrer, c'est vraiment bien foutu. Ça me rappelle un article que j'ai lu, je crois que c'était Vulture. Ils ont interrogé, c'est une interview de la costumière de Civil War, mais elle a fait les costumes de ces Avengers quand ils sont pas en uniforme. Et du coup, elle explique que ça vraiment tous les tenues sont réfléchies. Et tu vois dans la manière dont Vision est habillé, tu sens qu'il y a vraiment une grosse réflexion qui a été faite autour de ce personnage de synthézoïde pour le faire un peu évoluer. Et je trouve qu'il y a vraiment, c'est vraiment pour moi un des persos les plus intéressants. Et comme tu le disais, Black Panther, je souscris assez, même si j'ai un petit souci avec son l'accent africain, comme ça. Il a, je sais, toi tu l'as eu. Ouais, je l'ai vu en VO. Évidemment en VO aussi, j'imagine. Honnêtement, bon, il a un accent, c'est sûr. J'ai pas eu l'impression qu'il le forçait trop. Pour moi, j'ai un problème, c'est que pour moi, d'abord, c'est un roi. Et il est supposément, tu vois, j'ai un souci parce que le personnage de T'Challa est super instruit, il a fait ses études aux États-Unis supposément. Et mais dans le MCU, on sait pas si c'est le cas. Et dans le MCU, on sait pas si c'est le cas. Donc je lui pardonne. Évidemment, c'est logique qu'il ait un accent africain. Il est prince d'un pays africain, c'est normal qu'il. Et puis regarde, Jane Birkin, ça fait 40 balais qu'elle vit en France, elle a toujours un accent horrible. Bon bah voilà, T'Challa. Et il y a un autre truc que je trouve bien, c'est que ils ont rendu quand même sympathique et cohérent un mec qui est un souverain africain, et c'est pas donné quoi sur le papier aujourd'hui. Si tu dois écrire le personnage, le Wakanda c'est pas vendu d'avance, le vibranium non plus, et ils ont essayé de garder quand même beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments en tout cas qui me sont chers. J'ai vraiment été super enthousiaste et je suis impatient de voir son film solo, vraiment. Je sais pas si ça soutient dans un film solo, mais je suis curieux. Ils ont engagé le mec qui a fait Creed pour le faire. Donc c'est un mec qui sait à peu près. Le réalisateur de Creed ? Ouais. Comment il s'appelle déjà ce réalisateur ? Je ne sais plus, mais celui dont Stallone a aussi oublié le nom, donc tu es pardonné. Ah bah ça va alors. Non mais tu connais cette histoire, c'est Stallone, il oublie de remercier et Michael B. Jordan Brian Coogler, voilà. Il a oublié de remercier Coogler et Michael B. Jordan, alors que tu vois c'est le moment où il faut bien faire là. C'est le personnage principal et c'est le réalisateur, mais bon. Mais justement pour revenir sur Vision, je trouve le personnage vraiment bien foutu. Il y a un truc que j'ai trouvé dommage, c'est que la scène de la baston dans l'aéroport, on a eu très peur suite au trailer. En fait, cette scène est absolument merveilleuse, elle est géniale. C'est le money shot absolu du film. Voilà. Tel point qu'il rend ringard toute la troisième séquence. Enfin tout le final. Le final est complètement en deçà, mais Vision ne fait rien. Vision ne fait rien pendant cette scène de l'aéroport, en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage. J'ai pas mal là, c'est là que j'arrive avec les reproches. C'est le seul perso qui ne fait rien pendant toute cette scène, en fait. C'est ça qui est vraiment bizarre. J'ai un petit il est trop puissant, en fait, Vision. Et je pense que c'est ça le problème. Alors, j'ai pas mal de soucis, quand même avec ce film. C'est Spider-Man. Alors, tu dis qu'il est bien, et c'est vrai. Il a le ton juste, il a le ton gamin. Il y a plein de gens qui disent waouh là c'est Steve Ditko et Stan Lee, ils auraient été ravis et tout ça. Même sa démarche, ses mouvements, je trouve vraiment classe. Je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est sans doute le meilleur Spider-Man en costume qu'on ait vu à ce jour au ciné. Du moins en termes d'action, de mouvement, de physique simplement. Mais j'ai un gros problème avec à cause de ses origines, puisque ses origines, c'est Stark qui a regardé Spider-Man faire des cabrioles sur YouTube, qui débarque chez lui, donc ça veut dire que n'importe qui peut Stark est balèze, mais ça veut dire que n'importe quel méchant pourrait savoir. Ça c'est vrai que c'est un peu bidon, ouais. Et c'est vraiment bidon, et il lui fait son costume, et la première fois que Spider-Man va faire le super-héros en costume, c'est sur un tarmac en Allemagne,
pour taper Captain America. La première mission de Spider-Man est de taper Captain America. Cette idée me révulse. Non, mais vraiment, je trouve que c'est très très mal écrit. Ils ont essayé de faire de raccourcir énormément pour que ça soit, parce que je pense qu'ils avaient des problèmes de temps entre le moment le signature de contrat, l'écriture. Oui, et tout, ils devaient pas savoir qu'ils allaient avoir Spider-Man à la base. Ouais, et là ça se voit bien. Ça se voit. Tu le vois bien dans le trailer où il court. Tu sais, cette fameuse scène où tout le monde a eu peur, où tu les vois courir. Spider-Man n'y est pas. C'est bien que la CGI n'avait pas été faite pour le rajouter, quoi. Ou alors ils l'ont peut-être enlevé, ils l'ont peut-être remonté. Et ils l'ont peut-être enlevé numériquement. Mais ce que je veux dire, c'est que la première scène la première apparition de Spider-Man en costume, c'est pour taper Captain America en Allemagne, quoi. Qu'est-ce que c'est que... Genre, quelle horreur pour Spider-Man. Je pense que dans les prochains films, ils ne feront pas allusion à ce genre à cette histoire, parce que mais vraiment, moi déjà, moi, ça me débecte assez pour lui. J'ai pas compris ce qui branlait en Allemagne, parce que si tu regardes, t'as une conférence des Nations Unies à Vienne, ensuite ils vont interpeller Bucky en Roumanie, sauf que c'est les policiers allemands qui débarquent à Bucarest, tu sais pas comment, et ensuite ils se retrouvent en Allemagne. Enfin, tu comprends pas trop pourquoi ils sont brinque-ballés d'un pays à l'autre. Alors qu'il y avait un moyen vachement plus smart quand même, c'est que le siège de l'ONU, puisque c'est question de l'ONU, le siège de l'ONU se trouve à New York, en fait. Ouais. Ils auraient pu le faire à New York. Genre, pas besoin d'aller à Genève, pas besoin. Donc c'est vrai que ça, je l'explique pas trop. Pourquoi? Alors, est-ce que c'était pour la proximité avec la Sokovie? Il y a des chances. Et je trouve que le méchant, par contre, est assez naze, parce que je suis très très fan de Zemo en bande dessinée. Et très 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 fan. Et pour moi, l'idée que ça soit un fils de nazi, un random, et qui veut reproduire les schémas de son père, et parce que d'abord c'était un nazi, ensuite sous le masque ça devient son fils qui veut se venger. Mais ça c'est pas du tout dans le film, donc ah bah non pas du tout. Et je pense que le film c'est voilà, ce qui est dommage. Ils en ont fait un mec de plus qui veut se venger, et ça fait quand même lui plus le mec qui est mort à cause de Tony Stark, plus ça fait beaucoup de pathos inutile, je trouve. Ouais. Il leur fallait donner des motivations à tout le monde, et du coup ça devient trop de motivation, et l'ultime motivation de merde c'est t'as tué ma mère. Et on en revient encore aux mamans, puisque en fait moi je devrais faire un truc, c'est touche pas aux mamans. Grosse thématique les mamans, hein. Ouais. C'est la thématique des mamans. Maman, t'as touché à ma mère. Et en fait il voit bien que il sait très bien, Tony Stark est malin, il sait très bien que Winter Soldier, il a lu les dossiers, Winter Soldier il contrôlait plus, c'était un mec c'est un gentil gars, et on le contrôle on lui a lavé le cerveau et tout ça. Il le sait très bien, et lui il veut quand même les tuer, mais genre non, arrête, c'est pas la peine. Genre, mais ça, on savait un peu dès le début, de toute façon, dès les premiers trailers, on savait que Bucky allait être la raison de la baston entre Tony et Steve. Et ça a toujours été un problème. Voilà, pour moi, c'est pas un motif suffisant pour qu'ils se mettent sur la gueule. Enfin, dans les comics Civil War, il y a quand même un truc qui est vachement énorme derrière. Alors oui, tu peux pas reproduire Civil War, parce que d'abord il y a quasiment personne qui a d'identité secrète. Les identités secrètes ça s'appliquait avant les années 90, et depuis il y en a, à part Spider-Man, il y en a plus beaucoup qui en ont. Et en plus c'est ce qui est un peu bidon genre dans le film, même Black Panther enlève son masque dès sa première scène, quoi. Genre, ouais, voilà. Genre pourquoi tu fais ça? Là, ce qui est un peu bidon justement là dans le film, c'est que le truc que Steve refuse de signer au final, c'est que ça les rendrait dépendant des États, mais dans les faits, le mec c'est un agent du Shield. Enfin, c'est quoi la différence, quoi? Surtout même si c'est un agent du Shield, c'est un militaire, c'est un capitaine. Et voilà, depuis que le Shield n'existe plus, il est un peu entre guillemets à son compte, mais bon. Et surtout, il a été des tonnes de fois agent du gouvernement. Il a été candidat, il a été 2 fois candidat aux élections présidentielles. Non, attends, c'est un mec. Enfin, pas dans le MCU, là encore, pas dans le MCU. Ouais, mais ce que je veux dire en tant que personnage. Mais c'était un militaire, et donc au Biohazard, normalement, c'est ce qu'il fait, quoi. C'est un mec qui est aux ordres du président des États-Unis, il emporte le drapeau. Voilà. Et là, tout d'un coup, c'est une motivation, je comprends. La motivation est trop faible. C'est sauver son pote, ça suffisait. Mais du coup, ils ont essayé de faire reprendre des schémas, genre, il y a l'explosion en Afrique, il y a le siège de l'ONU qui explose. Ils ont essayé de donner des motivations à tout le monde. Et la seule qu'on comprend à peu près, enfin, la seule qui est à peu près logique, c'est celle de Black Panther, qui est pas mal. Et à part se faire financer ses études, Spider-Man n'a aucune raison d'être là. Enfin, oui, voilà. Ouais.
Et Alors, alors, après, quand tu connais le prix des études aux USA, c'est une bonne raison. Hein. alors oui, mais on parle d'un gamin qui est génial et qui vient d'inventer, et qui vient de breveter, pas breveter, Qui vient d'inventer sa toile, ouais. qui vient d'inventer sa toile. Il n'avait pas besoin alors, plein de gens me disent, ouais, mais franchement, ça explique son costume et tout. Mais moi, je préférais quand la version Ditko, c'est il coud son costume lui-même parce qu'il fait de la couture, quoi. Et s'il est assez balèze pour faire une toile indestructible, Il est capable de se faire un costume, on est il est d'accord. capable de se faire un costume. Voilà, exactement. Donc ils ont coupé la poire en deux. Moi, j'espère qu'ils feront pas une origin story pour Spider-Man. J'espère parce qu'il y en a aussi. assez. Et j'espère qu'il y aura très très peu de Tony Stark parce que je déteste. En fait, j'ai jamais aimé Spider-Man comme membre d'équipe. J'ai jamais aimé Spider-Man C'est comme vrai membre des Même Avengers. même dans les New Avengers? Non, même dans les New Avengers, pour moi, Spider-Man est un mec qui est plutôt solo et il marche en duo, c'est-à-dire avec Human Torch, tu vois, avec des mecs Avec Wolverine. avec Wolverine, avec des mecs avec qui il peut se compléter, mais pas Avec Punisher, mec. Putain, ce mais run avec Punisher était mais c'est ma pas un boule. mec d'équipe. Ouais, mais voilà. Du coup, il a été mis là à la demande générale. Mais ça se voit, il est un peu extérieur au film. La manière dont il est rapporté, un peu. Je suis d'accord que ça fait un artificiel, peu quoi. pièce rapportée, mais il a quand même quelques belles scènes d'action et puis et même et puis si c'est vrai que c'est pour taper sur Captain America, mais j'ai quand même bien aimé Spider-Man quoi qu'il arrive. Et puis Tante May maintenant désormais pour toujours dans mon cœur. Mais moi, ça me qu'elle est dérange. Ça me formidable. dérange. Je pense que. Alors, écoute, voilà. Alors ça, les mecs qui me disent oh là là, l'esprit Steve Ditko, tout ça. Mais trêve de plaisanterie. Il y a un truc que je trouve magnifique dans les origines de Parker, c'est que il a un problème vis-à-vis de la mort de son oncle. Il souffre de la mort de son oncle. Il se sent responsable de ça, mais il se sent doublement responsable parce que Aunt May, à l'origine dans la BD, c'était une vieille dame qui avait des problèmes de cœur, et si elle apprenait par hasard que Peter Parker était Spider-Man, ça lui aurait fait une crise cardiaque. Ouais. Et donc il avait ce double enjeu de garder, il faut faire la justice, mais en même temps, il faut garder son identité secrète. Et si jamais, par malheur, Aunt May l'apprenait, c'était fini. Et je trouvais ça assez magnifique. Là, quand tu mets Marissa Tomei qui met tout le monde d'accord Bah, en termes de beauté. Ses problèmes de cœur, c'est peut-être qu'elle a du mal à trouver un mec, mais c'est pas, honnêtement, il y en a pas d'autres, quoi. Elle est bien pour faire Mary Jane, même maintenant, quoi. Elle est trop belle. Elle est trop belle pour son rôle. Elle est trop jeune pour son rôle. Note aussi qu'il a jamais question, donc le Ben et du grand pouvoir qui donne de grandes responsabilités dans le film. C'est complètement éludé. À un moment dans la discussion avec Stark, j'ai cru qu'il allait sortir quand Stark lui demande pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu vois, là, je me suis dit, allez, c'est le moment, les grands pouvoirs. Et en fait, non. Alors, tu sais quoi? Alors, ça, c'est une anecdote, et bon, peu de gens savent, mais en fait, tu sais que Stan Lee et Ditko se sont engueulés. Ouais. Et c'est pour ça que Ditko est parti en claquant la porte, comme Ditko le fait tout le temps. Et Ditko qui est toujours vivant et qui est un mec caché, qui vit caché comme J.D. Salinger. C'est un mec absolument fascinant. Et en fait, semble-t-il que cette phrase avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, Ditko était contre. Parce que Ditko il intellectualise énormément ce qu'il fait, il est un peu psychologue de son propre travail, et il disait un gamin, il est trop simple, il a pas un sens de responsabilité aussi énorme pour prononcer une phrase aussi dure sur lui-même, parce que avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, c'est presque à un niveau Dostoïevski, quoi, en termes de mais c'est l'oncle Ben qui lui dit ça à la base, quand même. Oui, bien sûr. Non, dans la BD, alors dans la BD, ouais. Non, je crois que dans le premier numéro. Moi, il me semble, hein. Il me semble, alors je veux pas être catégorique, mais j'ai relu il y a pas longtemps. J'ai lu l'intégrale de Spider-Man il y a 2 ans, et je suis quasi sûr que c'est l'oncle Ben qui lui dit ça. Ah, mais écoute, je vais vérifier. Non, je suis à peu près persuadé que c'est une phrase, je crois que sur le panel, tu vois Spider-Man vu de dos, en Peter Parker, et qui marche, dos, et en fait, on a l'impression, parce que c'est revenu très très souvent, mais je crois que c'est ça la première case où il le dit. Ça demanderait vérification qu'on peut pas faire maintenant, mais on peut faire un montage et clac, aller vérifier. Ouais, bon, c'est pas grave. Écoute, en même temps, c'est un détail, on s'en fout. C'est juste pour dire que voilà, c'est jamais traité dans le film, quoi qu'il arrive. Il y a un moment où, effectivement, dans le film, il y a un moment où Spider-Man dit quelque chose, genre, si t'avais le pouvoir de faire quelque chose et tu ne fais rien, t'es responsable de ce qui s'est passé. Donc c'est similaire, mais pas complètement, mais bref. Enfin, toujours est-il que, voilà, moi j'ai bien aimé l'introduction des nouveaux persos, même si c'est vrai que Tony Stark qui débarque chez Spider-Man comme ça, out of nowhere, c'est un peu mytho. Même si c'est vrai que bon, c'est Tony Stark, mais
Mais est-ce vraiment pire que Bruce Wayne qui envoie un email à Wonder Woman, hein? Est-ce pire? Non, je crois pas. Bah évidemment, Donc, bon. si tu compares à Si tu compares au Batman pire Super- du pire. Mais tu sais quoi? Alors je vais te dire un truc. Là, tu viens de voir. Là, normalement, d'ici à ce que l'épisode soit diffusé, j'aurais vu X-Men Apocalypse. Et je pense quand même, ce film m'a donné quelques petits wow moments, des petits moments où je fais ah putain ça c'est pas mal et tout, genre où j'étais vraiment content d'être là. Et Moi, je la sais- scène dans le baston dans l'aéroport, j'étais super content d'être là. Hein. J'étais là, très genre, content, waouh. même si bon, il fait une référence à l'Empire contre-attaque et qui est à peu près évidente et qu'il a déjà fait des milliards de fois en comics. Ouais, mais je l'ai bien aimé, c'est bien, ça Euh, passait bien. Le ton est ok et surtout je trouvais que le retour de Hawkeye était bien amené, que Paul Rudd était là, enfin que Ant-Man était là, c'était assez rigolo. Tu sentais qu'ils ont signé les bons contrats aux bons acteurs au bon moment. Parce que s'ils avaient cool. S'ils avaient fait venir Thor et Hulk là-dedans, ça aurait été le big merdier. Non. Bah, justement, peut-être que Hulk aurait pu essayer de contenir Vision. Ça aurait peut-être été l'adversaire contre Vision, en fait, Hulk. Non, tu rigoles. Vision, il gagne trop contre Hulk. Bah, Il lui phase à travers son corps et il lui file une gastro en appuyant sur les intestins. Enfin, ouais, enfin bon, j'aurais préféré ça plutôt que Vision qui fait rien pendant tout le combat, quoi. T'as l'impression qu'il s'arrête pour non, il y a un observer, moment, il y a un mec qui lui envoie. Non, je crois que c'est Hawkeye. Il lui envoie une flèche, il la sous-estime et c'est pas un truc qui le paralyse ou un truc comme ça. Non, ça c'est quand il vient récupérer la Scarlet Witch qui fait ça. Ah oui, voilà, c'est quand il veut. Mais après sur l'aéroport, entre le moment où il trace la ligne au sol et le moment où il tire et où ça touche War Machine, il fait rien du tout en fait. Ouais, War Machine qui est le pauvre qui s'en prend plein. Ah bah tiens, ça c'est, je pense que c'est notre transition conclusion idéale. Le pauvre War Machine s'en prend plein la gueule puisque Ouais. dans ce film-là, il s'en prend plein la gueule et surtout dans Civil War 2, Les comics. il se fait défoncer dès le numéro 0. Et donc c'est un sale temps pour être Il fait pas bon être Jim Rhodes. pour être Rhodes dans une armure parce que il se fait défoncer à tous les coups. Et donc Civil War 2, je vais vous faire juste le pitch, c'est on découvre un Inhuman, sans doute c'est un Inhuman dont le pouvoir est de prédire le futur et c'est peu ou prou l'histoire de Minority Report en fait. Il a le pouvoir de prédire le futur et donc du coup il y a une partie du monde Marvel qui va dire ah bah non c'est super, on va pouvoir prédire quand les méchants arrivent et on va pouvoir contrôler et aller de l'avant. Et il y a une autre partie des gens ils disent ah attends on peut pas condamner les gens avant qu'ils aient commis l'acte, dont Tony Stark fait partie plutôt de ce camp là d'ailleurs. D'accord. Et l'autre camp est tenu par Captain Marvel, donc une femme. Bon, en l'occurrence. Ah donc c'est Captain Marvel contre Tony Stark le Ouais. Civil War 2. D'accord. Ouais, Et alors, tiens, c'est vraiment une histoire prétexte parce que tu sens que c'est une histoire. Ils l'ont avoué, hein, les éditeurs l'ont avoué. En fait, c'est une histoire qu'ils avaient. Ils ont dit bah on va l'appeler Civil War 2 en fait, et Oui, on va parce que trouver quelqu'un en face à le Tony 1 Stark. marchait bien et puis voilà. Et truc Ah oui, le truc 1 que j'ai trouvé, c'est une de leurs meilleures ventes de tous les temps. truc que j'ai trouvé pas si mal dans le film. Même si c'est vrai que Tony, il le sait que Bucky était brainwash et tout le bordel. J'ai trouvé ça plus difficile de choisir un camp dans le film que c'était dans le comics. Parce que dans le comics, au final, avec les prisonniers envoyés dans la négative zone et toutes les saloperies que font Tony et Reed Ah, Richards, Ils c'est sont vachement vraiment- facile c'est d'être vraiment du des côté gros de bâtards. Voilà. Dans le comics, c'est très facile d'être du côté de Captain America. Là, dans le film, j'ai trouvé que, oui, évidemment, au début, t'es du côté du Captain, mais après, tu dis que putain, en fait, Tony, il a quand même pas entièrement tort. Enfin, Oui, si, en quand plus même. c'est mais- l'ONU, c'est plutôt des gentils. Et voilà. Et j'ai trouvé ça moins manichéen et Alors, plus... tu veux que je te dise sympa. pourquoi? C'est parce que Civil War est quand même un comics très très mal écrit, où c'est Millard, hein. l'histoire de base est assez géniale. Les 2 premiers numéros sont même super bien écrits. Captain America sur un avion mortel et qui donne des ordres aux soldats de se poser sans casser l'avion. C'est vraiment c'est vraiment assez cool. Et ensuite, ça part en vrille. Ça tue Goliath vraiment cadeau parce qu'il fallait encore une fois tuer un noir. Après Roddy, je Ouais. pense que vraiment c'est pas bon d'être un Mais c'est vrai super-héros. que Tony et super Reed noir en Richards qui secondaire. deviennent des fascistes, c'est waouh, ça va loin. Et, quoi. et oui, et surtout Civil War, enfin, se termine mal, c'est mal écrit, enfin, mais par contre, ça a tellement bien marché que le modèle s'est imposé. Et du coup, Civil War 2 est écrit par Bendis, ce qui est encore plus mauvais signe parce que Bendis, Ah putain. en fait, a de super bonnes idées, non pas super, mais il a de bons concepts. Et puis, il sait pas les mettre en forme pour plein de super-héros. Son Secret Invasion, c'était horrible. C'est pas un Bendis mec à qui fait- Sofem ou
De comment? C'est lui de House of M, c'est Bendis. House of ouais. M, c'est lui. Voilà. Et c'est un mec qui a des bonnes idées et par contre il sait pas très bien les exécuter. Mais plus Et, ça va, moi plus j'ai du mal avec les events en fait, parce que à chaque fois ça part d'une bonne idée et derrière l'exécution elle est quasiment tout C'est le temps pour ça pourrie, que je hein. t'invite à finir Secret Wars, qui est le meilleur event de Marvel Ah, je suis en de train de ces lire Secret 15 Wars. dernières années, mec. Et c'est vrai que c'est très bien. Ah, c'est tellement bien. Mais écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question là en fait. Allez, On va juste dire que grosso modo, c'est un Marvel, c'est un bon Marvel de milieu de tableau. c'est un bon Marvel, ça reste un Non, Marvel. pour moi c'est donc un Marvel faut de pas- milieu de tableau. Je pense que Captain America 2 était plus intéressant. Ah mais moi de toute façon mon préféré c'est Iron Man 3 et Guardians of the Galaxy, hein, donc. Voilà, moi Guardians of the Galaxy je le mets devant, Iron Man 3 bien évidemment, Iron Man 1 aussi. Aussi. Mais je pense que je préfère même le début de Captain America 1 à ça en fait. Ouais, alors le Je début suis de assez Captain nostalgique America 1, le début de Captain America 1 qui moi je était suis vraiment... partagé parce que le début de Captain America 1, il y a des trucs vraiment géniaux et il y a des trucs vraiment trop balourds. Ouais. Genre des trucs trop appuyés, genre quand il prend la portière avec une étoile dessus, genre ah c'est comme son bouclier avec l'étoile, j'étais genre oh putain les mecs c'est bon ça va quoi. Ouais, Mais il y a des bonnes Captain idées America 1 Captain America 1 est un film rigolo parce que c'est le début en tout cas, parce que c'est un film de propagande. Mais toi tu Et- kiffes parce qu'il y a des nazis qui se font taper dessus. Mais c'est pas vraiment des nazis, c'est ça qui m'ennuie. C'est vrai, c'est Hydra. Ouais. Rendez-nous Zemo nazi, voilà. Bon allez, je pense que on va passer On à va la suite passer de notre émission. à nos peut-être pas recommandations. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get him terrible. away! Hey, boo! Boo! After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, vous le savez, on balance nos recommandations. Sauf que là, on a décidé de changer nos habitudes parce qu'on est des oufs. Parce que surtout, on a vu tous les deux Marseille. Marseille, pas la ville, Marseille, la série sur Netflix. Ouais, pas le film de Cadmerade non plus, il y a que toi qui l'as vu celui-là. Je l'ai vu. On en reparlera. Mais bon sang, là, je sais pas toi, mais moi, j'ai bien rigolé. Ça nous a donné beaucoup de sujets de conversation et c'est pour ça que on va faire pour la première fois une non-recommandation. C'est-à-dire, c'est nul, mais ça vaut le coup d'être vu parce que c'est nul. Ah mais Et- je suis pas d'accord, ça vaut pas le coup d'être vu tellement c'est nul, c'est Ok, pas possible. voilà, on n'est quoi. pas d'accord. Mais Toi tu penses que faut le voir pour se marrer? Moi honnêtement Là, parce que pour moi, c'est l'incarnation de ce qu'est un Water Fountain Show. C'est le show. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le show du moment dont tu vas parler à la machine à café. Alors moi, je D'accord. sais pas, j'ai jamais travaillé dans une entreprise avec À une la machine à Cogip. café. Alors oui, je te confirme que oui, ça m'est arrivé. Moi, je travaille dans une entreprise où on discute à la machine à café ou à la fontaine à eau. Mais là, du coup, je vais pas beaucoup parler de Marseille. Encore que si, je vais peut-être avoir des collègues américains qui auront vu Marseille Hey, et qui what oseront about pas me demander. Marseille? Mais peut-être qu'ils oseront pas m'en parler, sachant que je suis français, tu sais, genre ah, merde, le pauvre, ça se trouve il a aimé parce que c'était français, donc on va pas. Non mais voilà, bon, écoute, Bon alors, c'est on ni n'a fait pas ni à aimé faire, tous les voilà. deux, mais Non, en fait c'est moi, nul à chier. mais pourquoi je trouve ça intéressant, c'est qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Alors il y a plein de gens qui hurlent au complot. J'ai vu des mecs qui parlaient au complot, qui parlaient de complot, que Netflix a fait exprès de se planter, ce que je crois absolument pas. Genre, quelle Non, non. entreprise ferait une série exprès pour se planter? Non, c'est eux, ils y croyaient. Enfin, Pour moi, je sais- et là, je pense que c'est Marseille Civil War, sans déconner, parce qu'en fait, il y a deux camps. Il y a les clans fans de Siri et pas, je te parle pas de Florian Emilio Siri, le réalisateur. oui, pas la Et il voix y a dans le l'iPhone. camp, et il y a le camp d'Anne Frank, qui est le Et là, scénariste. pareil, pas celle qui a écrit un journal, le scénariste Dan Frank. Dan Frank, oui. Oui, tu as dit le camp Dan Frank, ça aurait pu Ah non, être Dan Frank. Frank. Non, j'ai dit le camp Dan Frank. Pardon. Et Merde, là, t'es bête. alors là, on vient de faire une blague comme Retour chez ma mère. Ouais, J'ai fait une tarte Picard Dan Frank. Bon, allez, bref. Oh merde. On enchaîne, Trop de références, trop de références. Oh, putain, je pense que les gens vont googler Retour chez ma mère, là, ils vont voir les Ne le trailers faites et pas, tu- ne le faites pas non plus. Ah, quelle horreur. Mais ça, c'est mon boulot, hein, de les voir, ces comédies. Et donc, et donc, il y a le camp d'Anne Frank, qui Donc le camp est, du scénariste. le scénariste. Et donc, il y a des gens qui disent, bah, c'est le scénariste qui est mauvais, ou c'est le réalisateur qui est mauvais. Et le scénariste dit, qu'il a écrit son truc, et que Siri lui a pris tout le truc, il est devenu showrunner. C'est la première série française qui porte le nom, le nom showrunner Siri. C'est la première fois. Ouais, Et, c'est bien écrit en gros au générique. Générique qui est d'ailleurs
peut-être un des seuls bons trucs de la série. Le générique est magnifique, j'ai trouvé. Ouais, moi, mais je pense qu'ils ont une usine à générique. Tu sais, tous ces génériques sont faits par des studios externes qui font des c'est trucs possible. Ouais. super léchés, Daredevil et tout, tous ces génériques Et sont d'ailleurs, super beaux, quoi. Je trouve que la musique, avant que ça commence à chanter, la musique ressemble à mort au générique de Daredevil, je trouve. Un peu, ouais, mais bon, c'est une reprise d'un air connu, hein, Mais en tout cas, le c'est générique vrai que le générique est superbe. le générique C'est est après que ça super, se gâte. oui, voilà. Et après, tout d'un coup, bon, il faut le dire, Depardieu, il a la classe, quoi qu'il joue, mais alors, tu sais qu'il y a quelqu'un quelqu'un sur Twitter nous a fait remarquer que dans l'épisode 3, j'avais parlé de la série American Crime Story et j'avais dit et c'est une punchline que j'avais sorti, en France ils nous auraient foutu Magimel. Ah, putain. et Bah voilà. tout d'un coup tout ça prend son sens. C'est vrai que Magimel il est atroce, et ben j'ai jamais aimé Magimel. Il y a un gros problème Magimel, je crois que ça vient depuis toujours, depuis les Rivières Pourpres 2 était le film de non-retour pour Moi, j'ai pas vu les Rivières Pourpres 2. Moi, Magimel, je m'en foutais, mais maintenant, je peux plus m'en foutre. Maintenant, je le trouve nul à chier, c'est pas possible. Putain, si tu veux, je te ferai une liste des tops de plus mauvais films de Magimel. Il y a la French il est ridicule. Dans Clo-Clo, il est affligeant parce qu'il imite aussi mal l'accent pied noir que le Marseillais dans Marseille. Il est vraiment. Et alors attention, parce que dans Marseille, il a un accent à géométrie variable. Alors c'est plus ou moins expliqué dans la série. C'est justifié dans le scénario. Alors attends, ouais, c'est justifié dans le scénario. À un moment, tu le vois qui parle avec un accent, et t'as Depardieu qui dit ah mais oui, mais il faut parler avec un accent, ça fait peuple. Sauf que Magimel, par moment, il se gourre. Il est dans une réunion avec que des gens qui parlent avec un accent parisien, et il parle avec un accent super prononcé. Moi, et même des fois, il parle vas-y. avec un accent de Toulouse, qui est pas le même accent que l'accent de Marseille. Mais des fois, il y arrive pas, il se gourre. Et putain, vous trouvez pas ça bizarre qu'on se touche le zob en me parlant de Picasso? non mais c'est pas possible quoi. Et alors, C'est je veux te juste- dire, c'est quand même la série des punchlines, quoi. C'est n'importe quoi. Bah, on en a noté quelques-unes. Donc, C'est laquelle t'as préférée? Honnêtement, il y en a tellement. Je crois que ma préférée c'est alors tu te démerdes, sinon c'est moi qui vais t'enculer avec une poignée de gravier en prime. Alors, voilà. Alors, là, tu as dit une de mes préférées aussi. Et le truc génial, c'est que, c'est qu'on voit pour moi, moi, je suis pas un fan de Siri, mais je pense que le problème, c'est vraiment en termes d'écriture. Les dialogues sont très très mal écrits. Toujours très mal écrits. Et là, la phrase que t'as dit, c'est, je vais faire enculer avec du gravier. Non, c'est comment déjà? Attends. Je vais t'enculer avec une poignée de gravier en prime. Je vais t'enculer avec une poignée de gravier en prime. Qui va dire en prime comme ça? C'est très très mal écrit. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'ai regardé souvent la série avec soit les sous-titres anglais, soit je suis passé en français pour malentendants. Et le français pour malentendants est fait sur le script original, j'ai l'impression. Mhm. Et du coup, tu vois les différences entre le script original et ce que les acteurs ont joué. Et alors là, tu vois que les petits banlieusards, c'est ceux qui jouent le mieux parce qu'ils ont improvisé leur texte. Ils ont dit ah non, c'est pas possible, les gens ne parlent pas comme ça dans la vie. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont vachement plus nature que les hommes politiques qui en rajoutent et qui disent des phrases à n'en plus finir. Qu'est-ce qu'il y avait comme phrase atroce? Ah oui, écoute, par exemple dans le bureau, à un moment il te dit, le mec te dit Barbara, vous servez à quoi? Et là elle te répond à te vider les couilles. Jusque là tout va bien. Et ensuite elle remet une couche et à te servir de femme de paille dans tes combines foireuses. Et sur le ton de la colère, genre qui va dire une phrase comme ça? Sur À le ton te de la servir colère, de surtout. femme de paille dans tes combines foireuses devant une assemblée de gens réunis pour faire du brainstorming, quoi. C'est nul, c'est très très mal écrit. Dis-moi Vanessa, à part ma queue, qu'est-ce que tu veux? Non mais c'est un enchaînement de punchlines merdiques. Attends, on peut en faire une à deux voix. Attends. On aurait dit un puceau dans le lit de sa première pute. Ouais, mais attends, t'as oublié la fin, mec, t'as oublié la fin. On aurait dit un puceau dans le lit de sa première pute, et toi tu ferais une bonne maquerelle. Voilà, c'est ça. Il répond, et toi tu ferais une bonne maquerelle. Et là, elle répond, pute, je sais faire, mais je doute d'avoir les compétences pour Non, maquerelle. mais voilà. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Mais c'est tellement un empilement de situations débiles. Ou le banlieusard genre, qui fait, on a baisé, on n'a pas fait l'amour. Non, on fait, enfin, je sais plus ce on que a c'était. baisé, on n'a pas fait l'amour. Ceci, c'est ça. Ah, c'est lui qui- Mais c'est un enchaînement de situations complètement idiotes avec la nana, la fille de Depardieu qui est journaliste, que tu ne vois absolument jamais Alors, faire un si. boulot de journaliste. Si, à la fin, elle fait un boulot de journaliste, elle fait son boulot sur Google. Elle Google Mais voilà. des articles. Elle fait dit, une recherche tiens, Google. Ah tiens, c'est Elle pas fait- mal c'est- ça.
Elle résout une enquête policière vieille de 20 ans en faisant une recherche Google. Enfin, est-ce qu'on a le temps pour ouvrir une parenthèse? Je tiens à dire qu'il y a eu, je crois que, attends, est-ce que c'est, attends, c'était un film avec Magimel, je crois, l'Empire des loups, est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, ça me parle, mais je l'ai pas vu. C'est pas avec, attends, l'Empire des loups. Alors je confonds. Y a pas Liam Neeson là-dedans? Attends, alors je confonds complètement. Est-ce que je me trompe pas? Non, attends, mais si tu veux, pendant que tu cherches, moi je peux aussi dire dans les trucs qui vont pas, les voix off qui répètent des dialogues de la série jusqu'à 2-3 fois. Et t'as l'impression d'être pris pour un con, genre non mais c'est bon, je m'en souviens de ce dialogue, c'était il y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut donner une médaille au meilleur acteur de toute cette série, de très très loin? C'est Eddie Bouchenafa. Il n'est pas mentionné au générique, mais c'est celui qui joue le chef des racailles pègres. Alors, voilà. D'abord, faut dire que la racaille pègre est ridicule puisque il s'occupe de coller des affiches. Ce sont des putains de colleurs d'affiches. Ils collent des affiches et ils font voter les morts. Et ils vont voter genre, depuis quand t'as vu ça? Qu'est-ce que c'est que c'est genre, ça n'a aucun sens. Allez voter pour Lucas, hein, oubliez pas. Oublie pas, tu votes pour Lucas Barres. Non mais cet acteur est le meilleur. Vraiment, et cet acteur, il ressemble à Kéron, et donc j'avais beaucoup de mal à le prendre au sérieux, mais c'est vrai que c'est le meilleur acteur. Kéron, mais il a un truc animal. On l'avait vu dans Un Prophète, et surtout, je l'ai vu dans Five et dans Pattaya, qui sont des comédies sorties cette année. Et il est vraiment bon dans Five. Mais il est bien. Il a une gueule. Il a la meilleure scène de tout Five en fait. Ouais. Et vraiment, c'est un bon acteur. Et c'est presque sinistre pour les autres. Bah après. Les autres essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais les dialogues, quand ils sont pris de but en blanc, et ça, je pense que c'est vraiment un problème du scénariste qui, d'ailleurs, a refusé le titre de co-showrunner. Hein. Enfin, c'est ce qu'il dit dans les interviews. Hein. Mais après, tu vois bien que les acteurs font ce qu'ils peuvent avec un scénario de merde, mais t'as quand même des acteurs qui jouent comme des quiches, quoi. Enfin, c'est juste pas possible. Magimel, moi j'ai jamais vu ça. Hein. En plus, t'as l'impression qu'il est sponsorisé par Préparation H, qu'il a une hémorroïde qui est sur le point d'éclater pendant toute la série. Il plisse les yeux comme s'il avait mal au cul. Mais je sais pas qui lui a dit qu'il fallait faire une mimique comme ça pour avoir l'air d'un tueur, mais c'est horrible. Alors, ça ressemble à rien. Écoute, il faut rajouter quand même quelque chose. C'est que, moi j'ai lu des trucs qui disaient, la réalisation est atroce. Alors c'est vrai que les plans aériens, on dirait Getty Images. Ah putain, il y a tellement de plans aériens en plus. Tu vois tout le temps les mêmes en plus. Ouais, bah oui, évidemment, c'est des stock shots à fond les ballons. Le seul match de foot qui passe, c'est OM-PSG. Et c'est toujours les mêmes plans. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a OM-PSG et une semaine après, il y a de nouveau OM-PSG. Ah bah alors d'abord, c'est possible parce que si tu as le championnat et la Coupe de France, c'est possible. Ouais, c'est vraiment la coïncidence. Mais je sais pas si c'est arrivé dans un passé récent. À une semaine d'écart, ouais, ça serait quand même assez chou. Une semaine, on sait pas, peut-être qu'il y a des time jump. Mais moi, je tiens à dire, c'est pas avec la casserole qu'il a au cul qui va faire bouillir la marmite. Ah putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais tu sais quoi, d'abord, c'est une série très dégradante pour les femmes. Il faut pas. Ah oui, alors le traitement des femmes est absolument épouvantable. Ah, genre, je veux bien croire que la politique soit sale métier pour les femmes, mais alors là, c'est pas dur. Comme je l'avais relevé sur Twitter, il y a quasiment pas un seul personnage féminin d'importance, et donc par d'importance, je veux dire un perso féminin qui a plus de 2 minutes à l'écran. Il y en a quasiment pas un qui apparaît pas à poil ou alors en train de se faire baiser. Et ça, c'est horrible. Et puis parfois, leur présence à l'écran n'est justifiée que pour parler de cul ou c'est d'une gratuité totale. Voilà, c'est ça. C'est vraiment genre c'est du non subtilité. Il y a vraiment, c'est vraiment écrit avec les pieds. Hein, s'il y a des gens qui trouvaient que les scènes de cul dans Game of Thrones étaient gratuites, et ben là c'est pire. Mais c'est ça qui est incroyable. Tu sais quoi, il y a des moments où c'est vrai que je regardais la série, et je me disais putain, qu'est-ce que ça me manque maintenant les scènes d'exposition de nudité de Game of Thrones. Il y a que qui savent faire ça. Alors on peut aussi pas. Alors c'est je nul. Sais pas si c'est ça qui est fou. Dans les grands médias, je sais pas s'ils oseront dire beaucoup de mal parce que il y a une tétrachier de caméos de journalistes connus. Il y a Pujadas, il y a Patrick Cohen qui a carrément un rôle. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et il y a surtout des journalistes. D'abord, c'est un classique. Mais là, je me souviens que tu m'as dit un truc très. Là, il y en a beaucoup, quoi. Tu m'as parlé des journalistes harceleurs. Voilà. Alors ça, c'est un truc de fiction terrible. C'est les journalistes qui harcèlent les politiques avec leur micro. Moi, perso, j'ai jamais vu ça à la télé française. J'ai jamais vu ça à la télé française. C'était quoi déjà la question? Est-ce que êtes-vous drogué, monsieur? Êtes-vous drogué, monsieur?
Mais putain. Et c'est des trucs que tu vas voir dans les séries, mais tu les vois jamais dans la Non, mais réalité. surtout, Dans la vous réalité, droguez, les c'est micros. pas la question, c'est est-ce que vous vous droguez? C'est ça déjà la question, mais c'est t'as même pas, l'impression- c'est même pas écrit. Non, mais c'est limite, t'es devant la cité de la peur et t'as Gérard Darmon qui va dire laissez la police faire son travail, quoi. C'est le même style, c'est la même chose. Alors donc, Moi, j'avais l'impression de regarder un épisode de Navarro qui durerait 6 heures. C'est de Alors, la, c'est de je la veux télé pas à trop papa charger la TF1, barque. quoi. Je veux pas trop charger la barque parce qu'il y a un truc qui est vrai, c'est que j'ai lu beaucoup de trucs qui disaient la réalisation est à chier, le montage est à chier. Non, moi je trouve ça plutôt léché pour de la série française, mais en même temps je n'ai pas de point de repère puisque je ne regarde jamais aucune série française depuis des lustres, et à chaque fois que j'ai tenté, alors je sais que toi t'as regardé Les Revenants, je crois. J'ai regardé Les Revenants, ouais. Et Les Mais moi, Revenants, pour le coup, j'ai c'était... aucun repère de série française récent dont je me souvienne. Parce que enfin vraiment les trucs de juges et de flics de TF1, c'est pas ma Mais moi, je te came. dis, j'ai l'impression, séries- mais moi, les j'ai l'impression séries d'être Canal+, devant ça. J'ai l'impression d'être devant un téléfilm TF1 qui durerait 6 heures. Et On m'a- sur le montage, là où je veux justement dire que non, le montage est pas bon, c'est que j'ai eu l'impression que le personnage de Géraldine Pérez qui joue la femme de Depardieu, j'ai eu l'impression qu'à un moment elle couchait avec le perso de Magimel, mais c'est parce que le montage est tellement mal foutu et la narration est ratée que c'est l'enchaînement logique des scènes qui se déroulent avant, ce serait qu'elle baise avec Magimel, mais en fait non. En fait, il se tape son assistante, Ah oui, c'est mais vrai que comme moi, c'est un peu j'ai dans la cru, pénombre, c'est moi j'ai tellement cru que mal c'était elle. J'ai cru que Ouais, c'était mais elle. Et en fait, ensuite tu comprends que c'était pas elle, mais sur Magimel le coup, j'ai les cru a que à c'était peu elle. près tous baisés, c'est horrible. Mais Magimel, c'est pareil. C'est censé être un grand séducteur, mais comment il fait pour séduire avec son air de pincé, avec le pouvoir, mec. Non mais c'est uniquement le pouvoir. Attends, Alors, le mec il est premier adjoint de Marseille, quoi. Écoute, Ça va. écoute, voilà vraiment le mérite de ce show, c'est que tout le monde a essayé de le regarder, tout le monde a voulu se faire une opinion, et c'est vraiment devenu un Water and Fountain Show à la française. C'est devenu l'événement sur lequel on a tous voulu avoir un avis, et si c'était une autre série sur une autre chaîne, que ce soit TF1, France 2 ou les autres, j'aurais même pas daigné regarder, et là il y avait une espèce de vista étonnante entre Depardieu, Netflix, Siri, enfin vraiment une ambition, parce qu'eux ils l'ont dit, on va faire un House of Cards à la française, évidemment. Alors le scénariste s'en est défendu, lui. Hein. Le scénariste s'en est défendu, mais non, mais c'est plus belle la vie, c'est plus belle la vie avec un peu plus de politique sérieux. Je pense que comparé aux séries américaines, c'est que le scénariste, ils sont jamais tout seuls. Il y a un showrunner, d'accord, mais il y a une équipe de scénaristes. Mais il y a un showrunner qui tient la série jusqu'au bout parce que c'est son idée. Et il y a une équipe de scénaristes, et c'est comme ça qu'on arrive en challengeant ses idées, en opposant ses idées. Là, ça sent que c'est un mec qui a écrit tout seul dans son coin, mais jamais. S'il y avait un journaliste ou un homme politique qui lisait ce script, il aurait fait non, ça ne tient pas debout. Mais voilà, la seule qualité de cette série, c'est qu'on s'est tous réunis. C'était un truc commun, on s'est tous réunis pour Moi, voir ce que je ça, trouve fou, pour rigoler des tweets de Depardieu. Je passe à Section 0 qu'on m'a recommandé bientôt, c'est la série d'Olivier Marchal. On m'a dit si t'es prêt, vas-y. moi ce que je trouve fou quand même, les gens c'est me que demandent mes avis pour les comédies françaises, maintenant ils me demandent pour les polars. J'en peux plus. on peut dire que c'est le truc de Siri, on peut dire que le scénariste a écrit ça tout seul dans son coin, mais t'as quand même un paquet de gens qui l'ont validé la série, et Ouais. à quel moment les gars ils se sont dit ah tiens pour la musique on a embauché un petit groupe de rap local, et quand t'écoutes les paroles le mec il dit je te dis la vérité, je n'ai pas d'arme de guerre mais j'ai un fusil de chasse pour t'enculer ta mère, et ça passe, et ça c'est là genre sérieusement les gars, c'est ça que vous voulez mettre comme musique de fond à un moment pour une de vos scènes, et c'est une catastrophe, et non, pour moi c'est un épisode de Navarro qui durerait 6 heures, c'est à peine mieux, plus belle Et la vie, oui, il franchement, y a quoi. cette histoire de Siri qui est arrivée en disant non, on veut pas faire une série télé, on veut faire un film de 6 heures, c'était ses mots, et tu peux pas chier sur un média, sur un format ou sur quelque chose en le faisant. Je pense qu'il a aussi été un peu arrogant sur ce truc-là, et C'est un téléfilm TF1, franchement. ça lui a joué des tours, et ça se voit et puis les autres, je sais pas comment ils sont dispatchés la réalisation avec Thomas Gilou, qui est le réalisateur des Vérités Pas mal Sigement 1, d'épisodes, 2, ouais. 3. Ouais, il a fait la moitié des épisodes. Je sais pas comment ils ont fait. Voilà, il y a un truc d'autopsie à faire, et je pense que les langues se délieront avec le temps. Ouais, il y aura un post-mortem intéressant, ouais. Et ben en tout cas, ça aurait fait une non-recommandation étonnante. Et je te cache pas que si on n'avait pas prévu d'en parler, j'aurais pas dépassé l'épisode 2, je pense quand même. Moi j'ai regardé, j'avais une preview et j'avais un preview code, donc j'avais regardé les épisodes avant et j'avais sorti la fameuse quote du on se touche le zob en parlant de Picasso,
Et j'avais prévenu les gens, vous allez, ça va charcuter. Moi, quand Parce tu m'as que- dit qu'il fallait regarder, j'ai pensé qu'il y avait magouille sous roche. Ouais, enfin voilà, c'est des phrases chiraciennes mal jouées, quoi. C'est pas très bien joué. Je veux juste dire Bon, enfin bref, on recommande pas, en gros. je Tu veux vas juste ajouter un faire dernier une truc mini reco pour bien finir sur quelque chose. Voilà, donc alors on termine sur Marseille, on recommande pas, sérieusement, ne vous l'infligez pas, on l'a fait pour Ouais. vous, ne le faites pas. Allez, vas-y, recommande un truc, vas-y, parce que... C'est un bouquin que j'ai lu pendant que j'avais un peu de temps libre. C'est un bouquin qui s'appelle Cockpit Confidential. Cockpit Confidential, si tu veux être exact. C'est un bouquin écrit par un pilote de ligne et c'est un mec, il a un blog et il répondait à la question que les gens lui posaient. Il est assez drôle, il est assez fin d'esprit et il explique des trucs qui varient de pourquoi il y a des trous d'air ou les risques d'accident ou pourquoi l'uniforme, c'est quoi la paye des pilotes. C'est un livre qui est littéralement un Q&A sur l'aviation. Et si l'aviation t'intéresse un petit peu, eh ben écoute, je te recommande ce bouquin, c'est un pote qui me l'a recommandé, et c'est plein de bonnes réflexions, et si tu t'intéresses à l'industrie de l'aéronautique et tout, c'est indispensable. Vraiment, ça se lit très très vite. Eh ben, très bien, le titre, c'est Cockpit Confidential. D'accord. Et je mettrai le lien comme Ouais. d'habitude sur notre page. Et je pense Ben, que... moi, très vite, je vais Ah, revenir vas-y. sur la recommandation que j'ai fait la semaine dernière. On m'a indiqué sur Twitter qu'il y avait une série télé, un dessin animé, Tu mourras moins bête, qui a été diffusé a priori sur Arte. Donc voilà, je l'ignorais parce que bah moi j'étais déjà aux États-Unis, donc Arte pas trop. Mais donc bah penchez-vous-y. Je sais pas si le replay a encore les épisodes, mais voilà. Donc Mario Montaigne, Tu mourras moins bête en dessin animé. Ah oui, Voilà. j'ai commencé à lire, et c'est effectivement assez drôle. Et c'est Ah, malin. c'est super bien, c'est super bien. J'adore la BD. Bon, bah, c'est tout pour nos recos. Et voilà, c'est la fin du 8e épisode d'After Eight, un peu spécial, un peu bicéphale, puisqu'on avait 2 sujets en un, et On a bien C'est pas été vrai. quand même. c'était Ouais, pas bien. vraiment des recommandations. Ah si, Civil War, j'ai quand même un bon petit Marvel. Ah oui, mais Marseille, pas un très bon petit Ah non, Marvel. Marseille pas du tout, non. Alors, donc, est-ce que le film Marseille est mieux que la série en fait? écoute, Non, tu recommandes Non. ni l'un ni l'autre. dans le film Marseille de Cadmerade avec Cadmerade, on voit beaucoup, on voit une scène de cul avec Patrick Bosso, et je sais pas si les Ouais, gens je- survivent à ça. Je sais pas si les gens ont envie de voir ça. Bon, Non, et en fait, surtout, on recommande ni c'est- l'un ni l'autre en fait. C'est pas une comédie, le film, en fait. C'est un film sur la dépression du 3e âge à Marseille, en fait. Tout le monde y va Ok. parce que c'est une comédie. Mais en fait, c'est un film super dramatique. Bon, bah ni l'un ni l'autre, alors c'est Bon. pas de chance pour Marseille cette année. Ouais. Ah putain. Bah, on va regarder Taxi en ce moment. Rigole pas, on y prend plaisir. C'est On vrai. on tient à vous remercier de nous écouter, de nous être fidèles, et vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre et à faire passer le mot. Accessoirement, on remercie la personne qui a fait une fiche Sens Critique, une critique donc sur Sens Critique. On a vraiment adoré. Voilà, c'est ça trop- sortait de nulle part. J'ai cherché comme ça par acquis de conscience, genre tiens, est-ce que quelqu'un en a fait une? Et quelqu'un en avait fait une, donc on a trouvé ça super sympa. C'est trop adorable. Merci encore pour tous vos likes, vos croûtes de likes, comme dit notre ami Henri Michel. Vos tous croûtes vos de likes messages sur iTunes. d'affection. Les petites étoiles, tout ça. Ouais, franchement, ouais, ça marche trop, quoi. Tu vois, je regarde et je fais ah, c'est trop bien. Quix, où peut-on te retrouver? On me retrouve sur Twitter, @Quix, KWYXZ, sur Gaming Since 98X quand j'ai le temps d'y écrire, pas souvent, et sur les forums de Gamecult. Et toi, Daniel? Eh bien, moi, on peut me retrouver sur Twitter, @KamuiRobotics, sur Gamecult. J'ai fait la dernière émission en date. La dernière émission, on parle justement d'un certain jeu de Sony qui s'appelle Uncharted 4. D'accord. J'écris pour Slate aussi et pour Pixel Le Monde où j'ai écrit justement sur le jeu que je viens de citer. Uncharted 4. Uncharted 4. Et je mettrai le lien aussi. D'accord. Vous pouvez retrouver After Eight sur after8.fr, sur iTunes, sur YouTube, sur SoundCloud, et je pense qu'on devrait faire un jingle de tout ça avec une voix avec un peu d'écho parce que Ouais. ça pourrait donner bien. T'en as marre de le répéter? Non, mais genre genre avec un peu d'écho, genre c'est genre tu sais quand je pense à une voix avec écho, je pense à la voix de Zeus dans Ulysse 31. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Bah, je mettrai de la reverb en post-prod alors si tu veux. Voilà. Si tu peux. Eh ben écoutez, vous pouvez à bientôt pour notre prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. Et j'espère que vous y avez pris plaisir. À bientôt et merci. Merci, à bientôt, salut! Salut.
Ah merde, on a pas fait. Il a rien voulu me dire sur la maladie de Taro. Tu te rappelles de celle-là? Tu te rappelles celle-là? Est-ce que tu l'as sucé? Non. Non. Eh ben, c'est pour ça. Et voilà.